Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40 avec 2,7% de baisse au compteur. C'est absolument exceptionnel, même si on a connu déjà bien pire, mais c'est pas tous les jours que l'on rencontre des baisses comme ça. À l'origine, vous le savez, le coronavirus et l'inquiétude maintenant des intervenants qui pensent que la Chine ne maîtrise pas grand-chose, en ce sens que, selon les dernières analyses, eh bien, la contagion par le virus est beaucoup plus dangereuse, complexe et longue que les autorités chinoises pensaient au début, et la multiplication des cas d'infection vont dans ce sens, mais il est tout à fait possible, et c'est aussi mon sentiment, que derrière la gravité de cette épidémie, il y a aussi la volonté de la part d'intervenants de saisir les profits qui se sont accumulés, notamment suite à une hausse de plus de 25% l'année dernière, afin de repartir sur des bases plus saines, ce qui ne remet absolument pas en cause la gravité de la crise sanitaire actuelle, mais on va dire que voilà, c'est aussi une opportunité pour prendre ses profits pour certains. Alors, la première des choses que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le fait que le support journalier des 5936, 5967 a lâché. Il a lâché après avoir tenu un nombre très important de fois, 3 fois ici, 4, 5, 6 fois, et le support journalier au bout de la 7e attaque a donc été cassé. C'est la première des choses à retenir. Le prochain support journalier est plutôt bas, il est ici à 5690, 5738, zone qui a préservé la baisse de la baisse. Le CAC 40, c'était en décembre 2019, avant la hausse considérable, la dernière jambe de hausse qu'on est en train de corriger d'ailleurs, qui a été de 7% en quelques semaines. On reviendra sur ça un petit peu plus tard, mais on a ouvert un gap ici. Vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de la séance de vendredi et les plus hauts de la séance de lundi, un gap assez béant, compris entre 5942 et 6015. Par rapport à ce gap, alors de deux choses l'une, soit il s'agit d'un gap de continuation, mais ça n'a pas vraiment de sens ici, mais on peut éventuellement dire que la distance parcourue avant le gap doit être reproduite après le gap de la manière suivante. Alors ça voudrait dire que l'objectif a déjà été réalisé, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, il y aurait quelques points à prendre encore. Soit plus dangereusement, il s'agirait d'un gap de rupture, c'est-à-dire un gap qui met fin à une tendance, et clairement il s'agirait ici d'un gap qui met fin à la tendance haussière, avec une nouvelle tendance baissière qui se mettra en place. C'est absolument pas impossible, ça se trade, ces gaps ne sont pas comblés. L'idée, c'est de viser un objectif qui est significatif, mais bon, l'idée, c'est que il faudrait mettre un stop au-dessus du gap. Voilà, par exemple, à 3%, ça oblige de prendre quand même des risques en termes de pourcentage, pas forcément en euros, puisqu'il suffit d'adapter la taille de la position. Mais voilà, si on met si on met un stop au-dessus du gap à 3% et qu'on vise au moins 3%, c'est la règle. Le problème, c'est que ça nous invite à parier sur une baisse qui impliquerait un retour sur le support journalier ici. Oui, c'est pas impossible, pourquoi pas. Ce qui m'embêtait, c'est d'envisager une baisse qui irait plus bas que le support. Il est toujours délicat d'envisager des cassures de support et de résistance horizontale. C'est pas ce qui se passe statistiquement. Généralement, on préserve les résistances et les supports. J'en profite. Vous voyez, là, vous allez me dire, ça a cassé le support journalier. Oui, mais ça a cassé au bout de 6 séances, au bout de 6 attaques. Donc, généralement, les supports et les résistances tiennent, et c'est pour ça que c'est dangereux de viser plus bas. Mais là, effectivement, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est attendre qu'il y ait un rebond demain, éventuellement, pour avoir un meilleur ratio gain-risque en mettant un stop donc à, par exemple, moins 2%. En cas de perte, et viser la même chose, mais là on a un ratio de 1,5 pour 1, c'est quand même plus intéressant. Ça c'est pour le gap. N'oubliez pas que tout ça c'est exposé dans le pack tout Trado. Autre chose à prendre en considération, c'est les retracements de Fibonacci. Alors si on prend toute la jambe de hausse qu'il y a eu récemment, on voit qu'on est venu justement s'asseoir sur les 61,8% de Fibonacci. Ça ne veut pas dire qu'on va repartir à la hausse, mais il pourrait bien avoir un petit rebond sur ces niveaux, parce que les traders agissent de manière assez moutonnière, et quand on arrive sur les niveaux de Fibo 38, 50, 61,8, généralement ça joue comme un signal d'action. Donc il est possible que ça justement ça mérite pour un petit rebond technique qui pourra être saisi par la suite pour ceux qui ont un biais baissier. Je vous invite d'ailleurs à regarder pour savoir jusqu'où pourrait aller la baisse, l'analyse technique du week-end.
Alors, quelque chose que j'aimerais sortir de mon chapeau ici, hein, qui est très intéressant et ce qui permettra ensuite de faire un point. Alors, j'ai reçu beaucoup de mails qui m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais pas pris la fourchette d'Andrews que j'ai expliqué, que j'ai donné vendredi, enfin jeudi, je me rappelle plus. Voilà, l'idée c'est quand même magique. Regardez, c'est merveilleux. Il faut bien le trader, il faut bien le placer. Voilà. Si vous prenez la fourchette d'Andrews que j'ai exposée, donc un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif, j'avais dit que dans 80% des cas, on va chercher la médiane. Et regardez, au point près, on est allé chercher la médiane. Alors certains m'ont envoyé des messages en me disant, mais Trado, je comprends pas pourquoi tu l'as pas pris. Moi, je l'ai pris, ça a bien fonctionné, blablabla, etc. Ils ont tout à fait raison. Le problème, c'est que moi, j'étais en swing haussier. Je vous rappelle que j'avais le scénario du drapeau qui était comme ça. On en parle une dernière fois parce que mon stop a lâché, c'est pour ça que j'en parle. Et je sais que les drapeaux, généralement, dans plus d'un cas sur deux, ça sort par le haut et ça continue. Et donc, du coup, j'avais pris ce swing haussier il y a il y a 2 semaines, je crois, quand je suis rentré devant. Quand j'ai pris 2 fois j'ai pris une fois j'ai joué une fois le canal et une fois le drapeau. La première fois, ça a fonctionné. La deuxième fois, ça n'a pas fonctionné. J'ai été éjecté sur stop loss à 2920. Alors 3 choses à dire. La première des choses à dire, c'est que vous savez, quand on fait ça toute la journée, les stop loss sont très mesurés. Clairement, moi j'ai perdu sur ce trade, mais j'ai perdu 0,25% de mon capital de trading. C'est vraiment pas grand chose, mais ça montre bien qu'il n'y a aucune certitude. Ce qui est important, c'est qu'aucun trade ne doit vous mettre à genoux. Et normalement, vous n'avez pas dû jouer. C'est vraiment important, plus de 1% de votre capital sur un trade perdant. Vous n'êtes absolument pas menacé. Au moment où je vous parle, j'ai quelque chose comme plus de 40 positions qui sont ouvertes sur les actions, sur le forex, sur les différentes unités de temps, en CAC en journalier, en CAC en mensuel, en CAC en intraday. Un trade perdant n'est absolument pas significatif pour ni un trade gagnant n'est absolument pas significatif sur mon capital, hein. C'est l'accumulation, l'important. Et j'insiste pour ça parce que j'ai eu des mails, c'est de comprendre que ce qui est important, c'est pas d'avoir raison. Ce qui est important, c'est de gagner plus quand on a raison, qu'on ne perd quand on a tort. Et là, ce trade perdant à 0,25%, c'est un trade parmi 40 que j'ai en cours. Donc, c'est absolument pas dramatique pour moi. Mais par contre, vous, ça vous montre qu'il faut absolument pas miser trop gros parce que sinon, vous relevez pas d'une erreur. Autre exemple de trade que je n'ai pas pris et qui a été pris par certains, hein, c'est le fameux la figure d'élargissement que j'avais évoqué ici. Souvenez-vous, j'avais expliqué, je vais essayer de tracer correctement, sinon ça va pas le faire, voilà. J'avais expliqué, c'était il y a 2 semaines, qu'il y avait une figure d'élargissement qu'on pouvait prendre, que certains ont pris, je le sais, et qu'il y avait 3 objectifs envisageables. Le premier objectif envisageable, je reviens sur tout ça dans le pacte ou Trado, hein. Mais encore une fois, je suis pas en train de vous dire, regardez comme j'ai bien tradé, je l'ai pas pris ce trade, hein, parce que toujours pour la même raison, j'étais sur cette unité de temps, j'étais haussier, donc je pouvais pas trader ça à la baisse non plus, et j'avais expliqué qu'il y avait différents objectifs, aller chercher différents points auxquels on a accroché la figure. Le dernier objectif, c'est de prendre la figure entière, à la hauteur de la figure, que l'on reporte en dessous du point de cassure, et ça vous donnait, regardez, magie, pouf, touché également. Et là encore, j'insiste, hein, si on avait pris ce trade-là, ce qui n'est pas mon cas, je suis pas en train de dire que j'ai gagné des sous, voilà, c'est un pari qui était faisable, comme le pari de la fourchette, comme le pari du drapeau. Le pari du drapeau n'a pas fonctionné, le pari de la figure d'élargissement a fonctionné, le pari de la figure d'élargissement et de la fourchette a fonctionné. Le tout, c'était de mettre un stop loss qui était cohérent et d'avoir un ratio gain-risque qui était important. Et voilà, c'est tout. Maintenant, il faut vraiment intégrer cela. On passe ensuite, oui, on regardera les objectifs graphiques, mais en tout cas, si on va chercher ce support journalier des 5690, 5738, ça permet de viser encore une baisse éventuelle de 2,2 à 3%. Hein. En tout cas, il faut s'y préparer. Regardez l'analyse du week-end. On enchaîne avec les éléments purement techniques, notamment la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours et les bandes de Bollinger. Il faut savoir que maintenant qu'on a cassé la moyenne mobile à 7 jours et la moyenne mobile à 20 jours, j'invitais à regarder les autres éléments dynamiques qui pouvaient susciter les intérêts acheteurs. Comme vous pouvez le voir, la M50 a lâché, la Bollinger inférieure a lâché. Donc, c'est-à-dire que maintenant, en élément technique de moyenne mobile, il faudra surveiller une réaction sur la moyenne mobile à 200 jours qui est également souvent préservée. Hein. Je vous montre un petit peu. Je vais essayer de trouver un exemple. Voilà ici, vous voyez.
les traders aiment bien la moyenne mobile à 200 jours. Enfin, c'est plutôt les investisseurs qui aiment bien les moyennes mobiles à 200 jours. Donc peut-être qu'une réaction pourrait avoir lieu ici. On suivra ça de près. À noter quand même qu'en données hebdomadaires, c'est pour ça que je vous invite à regarder l'analyse de moyen terme. On est sur la moyenne mobile à 20 semaines. Hein. Donc c'est un élément qui pourrait également peut-être intéresser les investisseurs. Mais là, je digresse. Je reviens vite à mon unité de temps journalière dont c'est l'objet ici. Je suis inquiet du balai M7-M20. Le balai M7-M20 donne un signal fort baissier puisque la M7 et la M20 se croisent alors qu'elles descendent toutes les deux. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire que normalement, on ne devrait pas avoir terminé les plus bas. On ne devrait pas avoir fait les plus bas. Il est possible qu'on rebondisse et qu'on redescende derrière. On verra. J'aimerais également vous expliquer l'histoire du T1 qui n'a pas fonctionné la dernière fois mais qui fonctionne généralement. Ça pourrait vous intéresser. On a une clôture en dessous de la Bollinger inférieure avec la Bollinger inférieure qui descend, la Bollinger supérieure qui monte. Ça se trade aussi, ok. Ça se trade parce qu'on a plus d'une chance sur deux de faire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Regardez, ça s'est produit là, T1, T2. Ça s'est produit là, T1, T2. Ça s'est produit ici, T1 puis T2. Hein, première, deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Vous avez d'autres éléments parce que parfois ça dure beaucoup plus longtemps. Hein. T1, T2, T3. J'ai déjà vu des T7, hein, T1, T2, T3, etc. Donc voilà, sans aucune garantie que ça fonctionne cette fois-ci, les traders vont faire acheter, hein, enfin spéculer à la baisse, là en pariant sur le fait qu'on réintégrera pas la Bollinger inférieure et qu'on ira plus bas. Ça, il faut le savoir. Tout ça, encore une fois, vous trouverez ça dans le pack tout trado. J'aimerais mentionner les indicateurs techniques rapidement, mais vraiment très rapidement parce que tout est baissier. Hein. RSI en dessous de son signal, momentum négatif, MACD sous son signal, MACD 0. Le premier à avoir donné son signal, c'était CCI qui est passé en dessous de son signal. En fait, non, c'est aujourd'hui qu'il est passé en dessous de son signal. Bon, bref, tout est baissier. On va passer rapidement sans ça faire une vidéo qui est trop longue. Et moi, je vais surtout vous parler de l'Ichimoku parce que bravo à l'Ichimoku une fois de plus. Magnifique outil. À relativiser un peu plus tard, mais quand même, regardez un petit peu. J'avais expliqué que la tendance, ce qui se passe au niveau des cours peut en fait être confirmé par la lagging span. Alors j'avais expliqué, c'est-à-dire que j'avais expliqué qu'on avait une oblique ici qui avait fait l'objet d'une cassure là et qui avait entraîné une baisse. Et sur cette bougie-là, c'est-à-dire le 22 janvier, l'oblique noire avait été également cassée par la lagging span. N'oubliez pas que la lagging span, c'est les courbes projetées 26 périodes en arrière. Et j'avais expliqué qu'il y avait un signal qui était baissier. Alors si on mettait un stop au-dessus des précédents plus hauts, eh bien vous voyez qu'on pouvait justement tirer parti de la baisse à laquelle on a assisté. Alors, une fois de plus, c'est un trade qui a fonctionné, pas pour moi, puisque pour la énième fois, j'étais déjà coincé avec mon drapeau haussier, mais je sais que les traders Ichimoku ont pris ce trade-là et ils ont bien fait. Alors maintenant, où en est la tendance? Le problème de la tendance, c'est que là, on est dans le nuage. Pour beaucoup de traders Ichimoku, ça veut dire qu'on est en tendance neutre, on n'est plus en tendance haussière. En tout cas, c'est légitime de le penser. Le nuage est toujours ascendant, donc il y a de l'espoir, mais le fait qu'on soit dans le nuage, c'est plutôt signe de tendance neutre. Hein. Les cours sont en dessous de la Tenkan, la Kijun qui descendent tous les deux, donc la tendance court terme n'est définitivement plus haussière, la tendance générale n'est plus haussière, la tendance de fond n'est plus haussière au regard du fait qu'on est dans le nuage. Maintenant, il y a plusieurs façons d'envisager la tendance de fond. Il y en a qui disent aussi que la vraie tendance de fond est invalidée lorsque il y a un twist du nuage. Bon, les deux sont vrais, généralement ça donne à peu près les mêmes signaux, hein, mais globalement là, l'Ichimoku ne donne plus véritablement de tendance haussière puisqu'on est dans le nuage, hein, à confirmer avec le twist. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour et je vous invite à regarder les analyses du week-end qui pourront vous donner une idée de ce qui pourrait se passer, notamment jusqu'où pourrait continuer la baisse.